Quand j'ai préparé la présentation, je ne pensais pas que la narrative de la journée serait autour du produit égale business, business égale produit. Travaillons tous ensemble, faisons tous des choses super. Du coup, on va vraiment boucler la boucle de beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Je suis Sébastien, je suis le Head of Product de chez Agorapulse. Agorapulse, c'est une société qui fait de la gestion de réseaux sociaux, c'est un produit qui a aujourd'hui 160 employés, 70 personnes qui travaillent sur le produit, si on compte l'engineering. Il y a 5 tribes, 8, 9 squads. Autant vous dire que la gestion du feedback est depuis très longtemps un vrai sujet pour nous. J'ai commencé l'aventure Agorapulse il y a 13 ans, en 2010. Et autant dire qu'à cette époque-là, la gestion du feedback, c'était pas de process, pas d'outils, beaucoup d'utilisateurs et une logique très orientée sur l'output versus l'outcome. Il fallait qu'on ship beaucoup de fonctionnalités pour essayer de rentrer dans le marché. En 2017 ou peut-être 2016, je suis encore tout seul au produit et je commence à mettre en place les premiers process, les premiers outils. Et à base de spreadsheets, à base de templates d'interview, à grande révolution, je prends aussi mes premiers murs. Premier mur du First PM qui arrive et qui propose une roadmap au CEO. Et CEO qui regarde la roadmap et qui dit non, c'est super, mais j'ai d'autres idées pour toi. En 2019, je vais à Sastock et je rencontre Valentin, qui est le fondateur, le cofondateur d'Harvester. Et là, on a des discussions, on ne sait pas qu'on va travailler ensemble un jour, mais on a des discussions sur la gestion du feedback en grande quantité, comment est-ce que ça peut se passer. Et en 2022, l'équipe est bien étoffée et bien structurée. On met en place des QTR, alors chez nous, c'est des Quarterly Team Review, c'est planning, revue, corrigé, amendé, etc. On met en place les OST que Petra a évoqué tout à l'heure dans les Folies Bergères. Et en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on passe d'une version output à une version outcome. Voilà. En gros, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a un élément majeur. Alors, je ne l'ai pas écrit, je ne le vends pas, mais je le recommande fortement. C'est un bouquin que j'ai lu et je pense que 3 semaines plus tard, j'ai demandé à toute mon équipe de le lire parce que j'ai trouvé dans ce bouquin le framework. Alors évidemment, un framework, vous m'entendrez jamais dire c'est parfait, on le prend, on le colle. Un framework, ça store, ça s'adapte à ce qu'on fait dans le produit et dans l'entreprise et en fonction des gens qu'on a, etc. Mais j'ai trouvé dans ce livre quelque chose de très concret et très pragmatique pour lier la moindre fonctionnalité à un outcome business qui, là, pour le coup, parle à tout le monde. Comment ça se passe? En gros, vous avez un outcome business qui est défini par le top management, généralement, qui peut être, on veut garder, on veut augmenter la rétention, on veut augmenter notre revenu, etc., etc. C'est un outcome qui est impacté par toutes les équipes, que ce soit support, marketing, CS, sales, évidemment, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, produit aussi. C'est un objectif plutôt moyen terme ou long terme. L'outcome produit, lui, il est strict au produit. C'est-à-dire que ce que nous, on va pouvoir faire au produit, c'est impacter cette métrique-là. Alors, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Mais c'est vraiment celui sur lequel, nous, au produit, on a un impact direct et plutôt court, moyen terme. Et ensuite, ce qui nous intéresse là, tout de suite, c'est la partie feedback, avec les opportunités qui sont en fait les problèmes à régler et les solutions qu'on va trouver pour régler ces problèmes, donc les features. On l'a beaucoup entendu aujourd'hui, il y a un gros besoin d'empathie, de travailler avec tout le monde. La discovery, aujourd'hui, c'est le product manager, c'est le product designer. Le seul problème, c'est que si seul le product manager ou le product designer fait cette discovery, il vous manque une partie de l'équation. Vous allez être aveugle sur une partie de ce que vous devez savoir pour construire le bon produit. Et donc pour ça, il y a 3 équipes avec lesquelles je pense qu'il faut vraiment collaborer de manière extrêmement étroite. Il y a la partie sales, la partie CS et la partie support. Et c'est indispensable que ces gens-là, vous les ayez avec vous, dans votre poche, pour que vous puissiez construire le meilleur produit possible pour générer de l'acquisition, côté sales, pour faire de l'expansion ou de la rétention avec l'équipe CS et s'assurer d'une rétention aussi avec l'équipe support. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça paraît tout simple, ça paraît presque un peu obvious, mais tant qu'on ne l'a pas vraiment schématisé et mis sur papier en se disant « ça va être mon focus », on peut passer à côté. Si on focus un tout petit peu plus sur la partie sales, donc les sales, on va conclure des deals, on est tous contents, il y a le gong dans la pièce, tout le monde est ravi, mais les sales, ils perdent aussi des deals. Et c'est là que pour nous, la valeur, elle est importante. Pourquoi est-ce qu'on a perdu le deal ? Qu'est-ce qui explique qu'on l'a perdu?
Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut perdre un deal. Hein. Va y avoir une fonctionnalité qui est manquante, un prix trop élevé, une concurrence qui a descendu son tarif exprès pour nous piquer le deal. Enfin, on peut en trouver plein. Nous, ce qu'on va regarder ici, c'est la fonctionnalité manquante, certes, mais c'est surtout le devis qui est associé à ce deal. Si, par exemple, on a un deal qui va potentiellement nous payer 500 € par mois, parce que chez nous, c'est des abonnements mensuels, 500 €, c'est la valeur que nous, on va prendre et qu'on va associer au besoin qui a été exprimé, au problème à régler. Et donc, on va parler de Lost MRR. Alors, c'est un peu bizarre parce que Lost, c'est quelque chose, souvent, on ne perd pas quelque chose qu'on n'a pas, mais nous, on l'appelle comme ça. Ce qu'on fait donc, c'est que tous nos sales sont sur HubSpot, et donc ils se connectent le matin, première chose qu'ils font, ils ouvrent HubSpot, ils contactent leur deal, ils font tout leur travail, et à l'intérieur d'HubSpot, on a un petit widget qui est connecté à la plateforme Harvester, et qui leur permet très facilement et très rapidement de rentrer des feedbacks sur un template qu'on a défini nous-mêmes, et qui va leur permettre ensuite de nous envoyer cette information. C'est envoyé dans Harvester, et derrière nous, l'équipe produit s'occupe de traiter ces feedbacks-là. Donc finalement, le sales, lui, il est dans son environnement, il est dans son interface, il fait tout son travail de sales, et il nous envoie la bonne information. Côté CS, on va plus travailler sur l'expansion et la rétention. Donc le CS, lui, il est en charge d'agrandir la surface financière d'un compte existant, ou alors d'assurer le renouvellement de la souscription. Cette équipe-là, elle a d'autres problématiques. Elle entend des retours utilisateurs qui viennent des clients actuels. Donc là, les sales, ce sont les gens qui ne sont pas encore clients. Donc c'est un élément du marché qui vient abonder notre réflexion sur la roadmap et la construction du produit. Le CS, lui, il parle aux clients. Et donc lui, il sait potentiellement la fonctionnalité qui est en train d'être demandée beaucoup, le problème qui n'est pas du tout réglé par le produit à l'heure actuelle, et pour lesquels les clients pourraient partir. Parce que le concurrent de gauche ou le concurrent de droite, lui, il a commencé à avoir ça depuis longtemps et il a commencé à développer la solution qui va bien. L'information monétaire, financière que nous, on va prendre, s'appelle le churn MRR. Voilà, c'est une nomination que nous, on donne. Notre équipe CS travaille sur Planat, et pareil, on a fait une connexion Planat, Airtable, Zapier. À la fin, ça arrive dans Harvester. Et encore une fois, c'est un vrai centralisateur de feedback qui nous permet d'avoir le retour du sales, le retour du CS, mais on pourrait aussi imaginer qu'on va avoir d'autres retours. Ces autres retours, ils viennent de toutes les personnes dans l'entreprise qui vont avoir du feedback. Et je focalisais un peu sur Sales, CS, Support. Votre équipe marketing aussi, elle peut avoir du feedback. Il suffit que vous ayez une personne qui travaille ou qui parle avec des influenceurs, des ambassadeurs ou autres. Ces gens-là, ils ont aussi un type de feedback à apporter. Donc il ne faut pas forcément limiter tout ça aux 3 équipes que j'ai montrées, mais c'est vraiment celles qui sont le plus proches du revenu. Donc Product Manager, Product Designer, Support, Marketing, Influence, Ambassadeur. Chaque retour va être associé à un client, potentiellement, et donc à un MRR, à une valeur financière. Et là, on va parler de Current MRR, donc c'est le Monthly Recurring Revenue chez nous. Donc c'est les abonnements mensuels que les gens payent. Et là, on va passer par Slack, par Zapier, par Intercom, par l'extension Chrome. On trouve tous les moyens possibles, et il y en a beaucoup, pour centraliser le feedback et l'envoyer dans la même destination. À cet endroit-là, vous allez commencer à voir l'interface. Donc, tout à l'heure, je vous montrais l'exemple de l'Opportunity Solution Tree de Teresa Torres avec l'outcome business, l'outcome produit, les opportunités, les solutions. Donc, si on prend un exemple, chez nous, on a une tribe qui s'appelle Content, qui s'occupe essentiellement du publishing. Et on va dire que l'outcome business, c'est on veut maximiser la rétention. Là, le gros focus de l'entreprise, c'est rétention, all-in. L'équipe, la tribe, va réfléchir à son outcome produit. Qu'est-ce qui pourrait impacter la rétention de la part de nos utilisateurs qui utilisent notre fonctionnalité de publication? Et quelle est la métrique qui pourrait être associée à ça? Eh bien, on a une métrique qu'on peut trouver, qu'on est capable de définir, qui est combien de publications sont faites depuis la plateforme AgoraPulse versus le natif, donc ceux qui publient depuis notre plateforme ou ceux qui publient directement depuis le réseau social. Et on va se mettre une métrique. On va dire on veut que 80% des publications de nos clients partent depuis chez nous plutôt que depuis la plateforme en natif, par exemple. Là, on est donc à l'outcome produit. Cet outcome-là, il ne peut être impacté que par le produit, comme je vous l'ai dit, alors que la rétention, tout le monde va pouvoir bosser dessus, le support, le CS et compagnie. Dans les opportunités qu'on va découvrir, au fur et à mesure de nos discoveries, de nos échanges et de l'implication de toutes les équipes, etc., on va commencer à avoir des patterns récurrents. Dans les patterns récurrents, on a je veux que mon contenu soit engageant.
Si mon contenu n'est pas engageant, je ne vais pas publier depuis Agorapulse et du coup, je ne vais pas forcément rester sur le produit. On peut avoir, je veux que mes publications ressemblent à quelque chose, parce que quand même, quand je suis sur les réseaux sociaux, j'aimerais bien que ma marque, elle ressemble à quelque chose de sympa. Si ces opportunités-là ne sont pas remplies, eh ben, les gens ne resteront pas. Et les solutions, par exemple, pour je veux que mon contenu soit engageant, c'est je veux être capable sur ma page LinkedIn de publier des PDF ou des carousels. Voilà, c'est le format que j'ai envie de publier. Et ben, je vais publier ça. Et si je ne peux pas publier ça, mon contenu ne sera pas engageant. Je ne vais pas publier depuis Agorapulse. Et donc, à la fin, je ne vais pas rester sur le produit client. Et donc, l'outcome business, vous voyez qu'il est directement impacté parce qu'il nous manque une fonctionnalité tout en bas. Mais vous voyez le cheminement qu'il faut pour y arriver. Là, vous voyez en haut à droite un exemple de template. Alors, c'est écrit un petit peu petit. On a défini des questions spécifiques. Donc, ça, c'est l'équipe Product Management qui définit les questions auxquelles les sales vont devoir répondre. Donc, ils font leur call, ils échangent. Et ensuite, on est sur ce type de réponse qu'on va ensuite récupérer et pouvoir catégoriser. Dans les autres, dans le type de questions auquel Harvester va nous aider à répondre, c'est par exemple, quelle est la plus grosse demande de ce type de client qui paye ce montant-là? Parmi les top 3 opportunités business, laquelle a le MRR le plus élevé, donc le panier moyen le plus élevé? Quels sont les plus gros problèmes, les plus grosses frictions? L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir catégoriser ces retours en fonction de la typologie de client et du montant dépensé chez nous. Et là, vous pouvez voir aussi qu'on a rajouté des statuts. Donc, vous avez cette fonctionnalité-là, elle est limitée par l'API. On a des éléments en discovery, on a des éléments qui sont juste en attente, on a des éléments qui sont released. Cette interface-là, elle est accessible à toute la boîte. Donc en gros, vous avez la boucle qui est bouclée du comment on travaille, qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on va prioriser, et toutes les équipes sont au courant derrière. Ça, alors, c'est très loin, vous n'avez pas besoin d'essayer de lire tout ce qu'il y a là, c'est juste pour vous expliquer très rapidement la feedback loop et comment elle s'interface. On a toutes les équipes, donc sales, CS, support, marketing, tout le monde, tous ceux qui ont un input. Tout est transféré automatiquement en fonction des connexions qu'on a pu construire dans l'outil Harvester. Harvester va faire une catégorisation automatique en fonction de labels, de mots-clés. Il va catégoriser les feedbacks dans des inbox spécifiques. Ensuite, on a l'Opportunity Solution Tree, donc encore une fois, Business Outcome, Product Outcome, Opportunité, Solution, qui vient s'appliquer à ce qu'on retrouve dans Harvester, donc avec la classification que je vous ai montrée. Et ensuite, on a la partie Feedback Loop, parce que c'est super, de les onboarder, là, les sales, les CS, si, donnez-moi les feedbacks, je vous assure, on va réussir à construire le produit que vous allez réussir à vendre, ça va être super. Si à la fin, ils ne savent pas de ce qu'il en est, ils ne savent pas que la fonctionnalité elle est en cours de construction, qu'elle est en mode discovery, en delivery, etc., vous êtes sûr qu'à la fin, le sales, il continuera à vous poser la question. Oui, mais ça fait 3 mois que je te parle de ça, t'en es où? Ou ça fait 1 an et demi plutôt. Donc voilà, vous avez vraiment des questions très importantes aussi à régler à la fin de cette boucle. N'oubliez pas que ça ne se passe pas juste dans la partie delivery et récolte du feedback, ça se passe aussi au moment où vous allez redonner de l'information. En conclusion, il y a 4 éléments qui sont absolument indispensables à retenir. Sans ça, si vous ne faites pas un de ces 4-là, vous êtes mort. Ça ne marchera pas. Le premier, c'est de définir un owner. Si vous n'avez pas de owner de tout ce système, ça ne peut pas fonctionner. Vous devez avoir une personne qui est accountable d'aller chercher ces infos-là et de les mettre en place. Le deuxième, c'est de mapper la feedback loop. Là, la map que je vous ai montrée, c'est absolument indispensable que vous la mettiez au propre et que vous compreniez d'où ça part, où ça arrive et où ça recommence. Et dans quel système vous allez mettre ça. Le troisième point, c'est instrumenter la data. On parle d'éléments financiers. Là, sur la slide, il y avait des colonnes avec des montants financiers, d'average MRR, de ce qu'on a perdu, du nombre de deals, etc. etc. Ces infos-là, si elles ne sont pas instrumentées, vous n'aurez pas l'information qui a vraiment de la valeur. Et enfin, dernier point, et évidemment le plus difficile, même si les autres sont sympas, impliquer les équipes. Impliquer les équipes, ça ne veut pas dire remplissez Harvester, remplissez le widget quand vous faites votre sales, ça va aller. Ça veut dire faire des trainings, répéter 1 fois, répéter 2 fois, répéter 3 fois et recommencer en permanence. Voilà, l'objectif de tout ça, à la fin, c'est que quand vous êtes un product manager et que vous allez voir votre CEO, votre board, votre exec team ou je ne sais quel N+1, vous n'arrivez pas juste en disant voilà, j'ai fait la roadmap, elle est basée sur le nombre de demandes.
j'ai 47 clients qui veulent cette fonctionnalité. Le CEO, généralement, ou l'exec, il vous regarde en disant « Ouais, mais là, on pense qu'on peut aller voir du business plutôt sur d'autres types de sujets. » Si vous arrivez voir votre exec team, ou votre N+1, ou votre board, ou autre, en leur disant « Voilà, nous, on pense que le plan, c'est ça. Voilà ce qu'on perd aujourd'hui parce qu'on n'a pas ce truc-là. Voilà ce qu'on pourrait gagner en ayant ce truc-là. Et voilà, aujourd'hui, le type de client que ça impacte. » Là, vous arrivez et tout de suite, vous avez beaucoup plus de poids quand vous avez des discussions sur la roadmap. Voilà, j'espère que ce talk rapide, succinct, aura été utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et n'oubliez pas que dans 3 minutes, il y a Navin Gavini de Pinterest qui sera aux Folies Bergères. Et donc, rendez-vous 15 minutes. Très bien. Merci à tous.